Donc, Olivier Itéanu, juste à ma droite, qui est en train de couper son smartphone. Ok, parfait. Alors, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris. Vous êtes un spécialiste du droit du numérique depuis le début, depuis quasiment une vingtaine d'années. Voilà, donc on vous connaît vraiment bien. Et j'ajoute aussi que vous êtes vice-président d'Eurocloud France, récemment nommé depuis deux mois, c'est ça. À votre droite, Vincent Strubel, vous êtes sous-directeur expertise à l'ANSSI, donc Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc pour mémoire, l'ANSSI assure une mission d'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information. À ce titre, vous êtes chargé notamment de proposer des règles pour protéger les systèmes d'information de l'État. Vous apportez aussi une expertise et une assistance technique aux administrations et aux entreprises, en particulier aux opérateurs d'importance vitale. On va en parler. Tout au bout, Igor Babik. Bonjour. Donc vous êtes, le représentant des utilisateurs, quelque part, des entreprises autour de cette table, de cette petite table. Vous êtes Data Protection Officer chez AXA. Alors, je voulais commencer avec vous, Olivier Itéanu. D'abord, une question vraiment simple, basique. Qu'est-ce que ce nouveau règlement impose aux providers de cloud? Question simple. Question simple. Qu'est-ce que ça impose concrètement? Moi, je dirais un changement de mentalité. On est encore dans la phase, même si le règlement est entré en application le 25 mai 2018, qu'il est en vigueur depuis 2 ans en réalité, 25 mai 2016, enfin c'était 20 jours après publication au journal officiel de l'Union européenne, un changement de mentalité. D'abord parce que l'événement finalement du RGPD, ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est qu'il a étendu le champ des acteurs concernés par la réglementation informatique et liberté. Au départ, en 78, il y avait les ficheurs et les fichiers. C'est simple. Puis après, on a abandonné la notion de fichier pour passer à celle de traitement. Et aujourd'hui, en français, on dit responsable de traitement. On va dire celui qui a le pouvoir de décision sur les données. On parle de finalité et de moyens. On va dire pouvoir de décision sur les données. Et c'était lui jusqu'au 25 mai 2018 qui était seul finalement en charge d'assurer la conformité réglementaire au traitement. Et comme l'idée du législateur européen c'est de sécuriser la totalité de la chaîne, il a fait rentrer dans le règlement celui qu'on appelle le sous-traitant. Alors les termes français sont mal choisis, ils sont très traîtres, parce que si on traduit controller en anglais par responsable de traitement et processeur par sous-traitant, ça laisse à penser que seul le contrôleur est responsable, puisqu'on appelle le responsable de traitement. Or non, pas du tout. La grosse nouveauté, c'est qu'il y a une responsabilité du processeur, donc du sous-traitant, et même une responsabilité solidaire. Et ce qui explique pourquoi toutes ces chartes qui s'échangent, ces contrats qui se passent, ces courriers qui partent à droite, à gauche, c'est parce que finalement la défaillance de l'un peut engager vis-à-vis des personnes concernées, de nous, les citoyens, les salariés, les clients, la responsabilité solidaire. Même si d'un point de vue théorique, le responsable de traitement est responsable à 1% et le sous-traitant à 99%, on va dire, d'une violation de données, par exemple, eh bien, la responsabilité solidaire, la personne concernée peut demander à l'un ou à l'autre la totalité de la réparation de son préjudice. Je crois que c'est ça, vis-à-vis du cloud, qui est véritablement le bouleversement de cette réglementation. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, règlement général sur la protection des données, donc qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. En application. En application. Entré en vigueur le 24 et... 2 ans plus tôt. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il est rentré en application. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les fournisseurs de cloud, l'écosystème est conforme ou pas à ces règles, notamment vis-à-vis de leurs clients? Est-ce que les dispositifs ont été mis en œuvre pour se mettre en conformité avec ce nouveau règlement? J'en parlais juste avant avec Pierre-José Billet, le président d'honneur d'Eurocloud France, et Francis Veil, le président d'Eurocloud France. Il y a des chiffres qui circulent. Alors, vous savez, il faut toujours se méfier des chiffres. Il y a 3 façons de mentir. C'est le mensonge éhonté, l'omission et les statistiques. Mais on dit que 38% des grands groupes, donc vous imaginez, des grands groupes ne seraient pas conformes au RGPD. Et j'ajoute que le RGPD a été construit pour traiter de la même façon
la PME du coin avec l'entreprise qui est à la Bourse de Paris ou de Francfort, il n'y a quasiment pas de différence. Il y a un seuil à 250 salariés pour l'établissement d'un registre interne, puisqu'on interdise les déclarations CNIL. Mais bon, il faut que tout le monde les fasse, parce que si on ne sait pas ce qu'on a dans la boutique, je vois pas. Donc ça concerne tout le monde en réalité. Donc il n'y a pas de différence. Donc vous imaginez si c'est 38% pour les grands groupes, quel est le chiffre pour les PME, c'est considérable. Donc de toutes les façons, ce qui est très important, c'est pas d'être conforme, c'est même pas possible d'être conforme. Je dirais même que du point de vue du juriste, parfois il faut 10 ans pour qu'une loi soit applicable, parce qu'il y a les tribunaux rentrant en jeu, la CNIL. Il n'y a pas de jurisprudence. Et voilà. Et donc il y a plein de points aujourd'hui qui sont des points d'interprétation. Mais ce qui compte, c'est d'avoir initié la procédure, de l'avoir documenté cette initiation. C'est ça qui est très important. Et ensuite, je crois que le phénomène est irréversible pour au moins 2 raisons. D'abord parce qu'on vient de le dire à l'instant, c'est les donneurs d'ordre qui vont pousser leurs sous-traitants à être conformes. Pour des questions de responsabilité. Donc toute la chaîne va l'être. Et pas simplement, nous en France, on a une façon d'aborder, mais en Allemagne, c'est, je dirais, bien plus fort encore. Donc ça, premier point. Et deuxièmement, le RGPD a suscité depuis 2 ans une hypersensibilisation des personnes physiques concernées à la question des données personnelles. Et donc tout ça va faire que le système est irréversible. Et puis avec ce qu'on nous prépare, c'est un rêve, mais à condition quand même qu'on régule un peu les choses, et quand ça ne devienne pas un cauchemar, la question de la régulation des données personnelles va prendre une importance considérable. Considérable dans la société. Alors, Igor Babik, en tant que Data Protection Officer d'AXA, donc vous avez suivi le dossier RGPD au sein du groupe AXA. Concernant justement, on vient d'en parler, la conformité des offres cloud à ces nouvelles données juridiques, quelle a été votre démarche? Alors, d'abord, je ne suis pas le seul Data Protection Officer du groupe. On est environ une centaine et j'anime donc ce réseau. Et effectivement, nous avons des dizaines de milliers de fournisseurs, dont un très grand nombre, je pense aussi présents ici dans cette salle. Donc notre approche par rapport à tous ces fournisseurs, c'est exactement de leur demander de nous prouver qu'ils peuvent être nos sous-traitants en conformité avec le RGPD. Donc il y a un certain nombre d'actions contractuelles qui ont été échangées. Je pense aussi que ce qui est un grand changement, c'est effectivement cette responsabilité essentiellement dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans le domaine de prouver que tout le traitement, et vous en faites partie de cette chaîne de traitement, que tout le traitement est conforme au RGPD et que donc vous, ainsi que vos conseillers sur la protection des données, peuvent aider pour valoriser des offres commerciales qui sont vraiment en ligne par rapport au RGPD. Et quand je dis en ligne par rapport au RGPD, c'est vraiment en ligne par rapport au risque que ces traitements posent sur les données qui sont confiées par les entreprises à vos services. Alors concrètement, ça veut dire s'assurer de la sécurité, de la traçabilité de ces données hébergées sur les clouds, c'est ça concrètement? Alors donc, ce que ça veut dire? Il y a effectivement cette partie, je dirais, purement sécurité, et je pense que l'ANSSI va donner beaucoup de réponses, mais il y a effectivement aussi l'aspect où se trouvent les données, dans quel pays, est-ce qu'il y a des interventions de maintenance qui viennent d'autres pays, et spécialement en dehors de l'Union européenne, comment c'est géré. Donc il y a plein de problématiques qui font que certains types de données de certains pays européens peuvent être plus facilement ou moins facilement hébergés sur certains services. Et donc effectivement, ce n'est pas la même chose si on parle de la France, de l'Allemagne, de la Suisse.
Tout à fait. Alors, Igor Babic vient de l'évoquer, hein, Vincent Strubel à l'ANSSI, donc vous travaillez depuis plusieurs mois sur cette question du RGPD. Vous avez notamment adapté votre référentiel d'exigence Secum Cloud, donc Secum Cloud qui vise à certifier les clouds en matière de sécurité. Vous l'avez adapté pour intégrer cette dimension. Oui, alors concrètement, l'ANSSI, elle est pas légitime pour parler de données personnelles, puisque c'est plus la responsabilité de la CNIL. Plus la CNIL. Voilà. Ceci étant, et on le constate très régulièrement dans les échanges qu'on a avec la CNIL, on converge assez naturellement, puisque dans nos préoccupations, il y a de manière générale la confidentialité des données sensibles, et les données personnelles sont un type de données sensibles. On en a d'autres qui sont très différentes de celles de la CNIL. Hein. Vous parliez tout à l'heure des opérateurs d'importance vitale. On est plus dans des questions de disponibilité. Hein. Un aiguillage de train numérique, il manipule peu de données sensibles. Par contre, s'il dysfonctionne, on a des problèmes. Donc sur le cloud, ça fait même plusieurs années qu'on travaille dessus, puisqu'on s'est fait assez tôt la remarque qu'au-delà de l'opportunité bien réelle en termes de sécurité que ça présentait, il y avait des facteurs de risque. Et j'en mets deux en exergue. Le premier, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais peu d'estimations indépendantes du niveau de sécurité des offres. Et c'est vrai pour le RGPD comme c'est vrai de manière générale. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas, quasiment pas. Je ne serais pas forcément aussi catégorique que ça, il ne faut jamais dire jamais, mais il n'y avait pas grand-chose, et en tout cas pas grand-chose qui nous satisfaisait nous par rapport à nos habitudes. Et au-delà de ça, peu de prescripteurs en fait, au-delà des vendeurs de cloud, pas grand monde pour dire au client qu'est-ce qu'il était en droit d'exiger. Alors le RGPD apporte une part de réponse à cela, il n'est pas trivial à décliner sur un cloud. Nous, on a essayé de répondre à cela en transposant nos démarches de visa, avec en tête le fait que on a de plus en plus besoin de sécurité, c'est le sens de l'histoire, et puis comme l'a dit Monsieur le Ministre, l'État lui-même se tourne vers le cloud, donc globalement on va vers des acteurs qui sont de plus en plus réfractaires au risque. En termes d'aversion au risque, l'État c'est à peu près le maître étalon. Hein. C'est pas qu'on soit pas innovant, mais c'est qu'il y a certaines choses qu'on fait sur lesquelles on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc on a essayé de transposer ça, on a fait un référentiel qui s'appelle Secnum Cloud essentiel, parce qu'on se ménage la possibilité de faire quelque chose d'avancé un jour quand le besoin de sécurité plus élevé sera consolidé et qu'on saura à quoi répondre. Peut-être deux remarques sur Secnum Cloud essentiel. La première, c'est que ça a été sans doute le travail le plus difficile pour l'ANSSI en termes de qualification de prestataire. On sait le faire d'habitude, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement structurant, extrêmement générique, extrêmement compliqué. Et donc le référentiel lui-même, sans parler de l'évaluation indépendante qui l'accompagne, est une contribution qui me semble intéressante, et je vous encourage à le lire. Il est disponible sur le site web de l'ANSSI. La deuxième, c'est que les premières qualifications le montrent. C'est pas impossible à obtenir pour un vendeur de cloud, c'est pas simple pour autant. Toutes les offres qui sont fait évaluer ont constaté des non-conformités, ont dû faire évoluer leur offre, ce qui est plutôt satisfaisant pour nous parce que ça veut dire qu'on fait pas un exercice trivial. Et les autres dispositifs de labellisation de l'ANSSI, on a des taux d'échec en premier passage de l'ordre de 50%. Donc ça veut dire concrètement que ce référentiel de certification Secum Cloud est établi, qu'il intègre la notion et les contraintes liées au RGPD en termes de sécurité, et qu'aujourd'hui vous avez amorcé en fait un processus de qualification d'un certain nombre de fournisseurs qui n'a pas encore abouti. Qui devrait aboutir à l'automne. Qui devrait aboutir. Sur le RGPD, c'était pas dans la cible initiale. On s'est dit, une fois qu'on a vu émerger le RGPD, qu'on allait au moins se livrer à l'exercice de tester, de voir ce que ça coûterait de décliner le RGPD au sein de Secnum Cloud. On a travaillé là-dessus avec la CNIL. La bonne nouvelle, c'est que c'est très simple. Donc c'est tellement simple qu'on l'a mis en œuvre et on l'a intégré. Concrètement, ça se traduit par une dizaine d'ajouts d'une ligne ou deux. Hein, il s'agit, ce qui est plutôt rassurant sur le fait que les grands esprits se rencontrent et qu'on n'a pas été complètement à côté de la plaque. Donc il s'agit d'expliciter les enjeux spécifiques aux données personnelles parmi les enjeux plus génériques des données sensibles. Donc voilà, il y a des exigences en termes de notification des incidents aux clients. Quand ça touche des données personnelles, il y a potentiellement aussi des notifications à la CNIL et ainsi de suite. Donc ça n'a pas été forcément. Voilà. C'est pas du 180 degrés par rapport à ce qu'on avait fait. Olivier Itéanu, une réaction? Oui, il y a plein de choses à dire sur ce que vient de dire M. Strubel. D'abord, ce qui est très intéressant, c'est que Secnum Cloud, pour lequel il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en cours, c'est un secret pour personne, je crois par exemple QDrive, qui est membre du conseil d'administration d'Eurocloud, et parmi le peloton de tête, je ne sais pas s'ils y arriveront, mais ils ont l'air d'être bien partis, c'est un référentiel technique et juridique.
Ça, faut quand même le signaler. Ça, c'est quand même intéressant. D'accord, c'est pas seulement technique. Et oui, d'accord. Et il y en a deux étatiques, de référentiels étatiques en Europe. Il y a SecNumClub, l'ANSI, et il y a C5, le référentiel allemand. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que M. Strebel vient de dire, c'est très facile, finalement on a mis à niveau le RGPD. Pourquoi? Parce que je crois que vous êtes quand même basé sur ISO 27001, beaucoup, et que, évidemment, ça aide du coup la mise à niveau. Et troisièmement, je vais dire un truc sur lequel l'ANSI ne va pas être d'accord, mais je vais le dire quand même, c'est que c'est quelque part la première certification RGPD. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Vincent Strubel, vous confirmez? On peut le dire. Est-ce que vous confirmez cette vision? Non. Je nuancerai le propos voilà, faut bien voir ce qu'on entend par cloud compatible RGPD. C'est pas parce que vous avez un cloud SecNumCloud ou toute autre compatibilité avec le RGPD que vous allez pouvoir faire n'importe quoi dessus et que ce sera compatible au RGPD. Par contre, tout ce qui est du ressort du fournisseur de cloud est bien fait, et ensuite charge à l'utilisateur de ne pas faire n'importe quoi par-dessus. Mais... Oui, une dernière chose aussi, c'est que je crois que vous avez quand même supprimé un des deux niveaux dans SecNumCloud. Il y avait un niveau très complexe, trop complexe probablement, et qui a été supprimé. Quel niveau? Il n'y a plus qu'un seul niveau. Alors, le niveau avancé, je l'ai mentionné brièvement, il n'est pas supprimé, il est suspendu. Et pour quelle raison? Alors, d'abord le niveau avancé. De la langue de bois. En deux mots, le niveau avancé. Le niveau avancé, justement, la question c'est qu'est-ce qu'on met dedans et à quel besoin on répond. On le voit déjà quand on essaye, Monsieur le ministre l'a annoncé, de faire rentrer ce que fait l'État dans du cloud. Il y a des besoins de sécurité très particuliers, des données judiciaires par exemple, c'est des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Et donc il y aura des choses qui auront besoin de plus de sécurité. La santé en fait partie également. La posture actuelle de l'ANSI, c'est d'attendre d'avoir une vision claire sur les besoins un peu prioritaires pour essayer de qui répondent effectivement à ces besoins, donc de savoir quelles sont les exigences. Donc c'est se donner un peu de temps avant de passer au niveau au-dessus, hein. C'est comme ça qu'on le comprend. Alors Igor Bavik, voilà, on a ce référentiel SecNumCloud qui est défini, donc qui va permettre de qualifier un certain nombre de fournisseurs en termes de sécurité et de conformité RGPD. J'imagine que c'est quelque chose que vous attendez en tant qu'utilisateur, en tant que... Effectivement, nous accordons beaucoup d'intérêt à ce type de label, certification, parce que même si dans le RGPD, il y a une obligation de pouvoir auditer ses fournisseurs, vous imaginez que auditer 10 000 fournisseurs, ça coûte beaucoup d'argent. Et aussi, mettez-vous aussi de votre point de vue, vous n'avez pas juste un client, vous avez des centaines de clients. Donc le fait d'avoir un label qui vous permette de distribuer ça à tous vos clients et de ne pas se faire éventuellement auditer par tous ces clients, c'est quand même plus facile. Donc ça aide, je pense, des deux côtés, parce qu'on a cette obligation de faire des audits et une obligation donc, de montrer qu'on contrôle le processus et donc qu'on vérifie ce que vous faites. Alors, vous avez évoqué notamment WhoDrive. Hein. Est-ce que, Igor Bavik, cette certification, donc quand elle arrivera pour certains prestataires, est-ce qu'elle pourrait avoir, de votre point de vue à vous, de décideur, est-ce qu'elle peut avoir un caractère vraiment, vraiment décisif dans le choix ou dans la recommandation d'une solution? Oui, effectivement, on a des solutions qui ont des données très sensibles, donc des données santé, et pour ce type de solution, nous allons exiger un niveau de sécurité quand même très, très élevé. Et effectivement, dans ce cas-là, on a plus envie d'avoir des certifications que d'être obligé de prendre ce bâton de pèlerin et d'aller vérifier soi-même un fournisseur. Voilà. Donc vraiment un point clé pour vous. Alors évidemment, quand on parle du RGPD, on ne peut pas ne pas évoquer le Cloud Act. Hein, Olivier Iteanu, je vous vois sourire. Donc Cloud Act qui a été promulgué aux États-Unis le 23 mars 2018. Alors cette loi, manifestement, effectivement, entre en contradiction, enfin c'est vous qui le dites, Olivier Iteanu, dans une chronique que vous avez signée dans les colonnes du Journal du Net, qui rentre en contradiction avec le RGPD.
Alors, je souris parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur le Cloud Act, beaucoup de documents d'experts indépendants. Vous parliez de la difficulté de trouver des experts indépendants en matière de sécurité des offres cloud. J'invite à vérifier l'indépendance de ces experts. Il y a un discours un peu comme ça souterrain qui circule, qui dit attention au discours approximatif, attention, on n'a pas à avoir peur du Cloud Act. Moi, je dis simplement les choses. Pas d'intérêt. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que dans cette salle, on est prêt à accepter qu'une personne, à l'invitation de votre propriétaire des locaux, entre dans votre bureau, ouvre le tiroir, prenne les documents, fasse des copies et finalement, et puis remette les documents tranquillement, ferme le bureau et ressorte. C'est ça qui est en jeu avec le Cloud Act. Alors après, est-ce que c'est légitime? Probablement, dans de nombreux cas, c'est légitime. Est-ce que cette loi, qui est une loi américaine, une loi nationale, mais qui a des effets extraterritoriaux, je vais en parler, est-ce que, quelque part, elle n'existe pas ailleurs, et notamment en Europe? Oui, elle existe en Europe, c'est vrai. Enfin, en tout cas, il y a un projet de règlement, il y a des règlements qui sont en discussion, qui, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, les services de sécurité ont cette envie d'accéder à un certain nombre de documents. Mais ces services-là ont aussi d'autres actions, notamment de défense du patrimoine industriel de leurs entreprises nationales. Et c'est ça fait par exemple une différence entre ces services. Est-ce qu'il y a des recours possibles à l'encontre alors, soit des warrants, il y aura effectivement des décisions de juges, mais il y a des cas où il n'y en a pas. Il faut savoir que Cloud Act, je ne sais pas si vous l'avez dit, c'est un acronyme, Clarifying Lawful Overseas Use of Data. Clarifying, ça veut dire que ça vient ajouter, clarifier, le terme anglais et français pour le coup a un sens à peu près identique, c'est apporter de la clarté aux choses. Donc ça n'ajoute rien, ça vient interpréter de manière incontestable des dispositions qui sont dans l'US Code. Okay, et notamment dans la section où on retrouve l'ancien USA Patriot Act, rebaptisé sous l'administration Obama, le Freedom Act. On se situe dans une lignée, effectivement, de règlements qu'on a déjà connus. Et qui sont partout. Mais je veux dire qu'il faut tenir un langage de vérité, ça existe. Alors, maintenant, de quoi s'agit-il? Est-ce que ça concerne les entreprises qui sont sous juridiction américaine? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sous juridiction américaine? C'est une entreprise qui est basée aux États-Unis, qui est immatriculée aux États-Unis, et toutes celles que cette entreprise contrôle. Ça, c'est absolument incontestable, quel que soit son lieu d'établissement. Et deuxièmement, ça concerne que les métadonnées, tous les contenus? Non, any records. Je pourrais prendre la section, elle fait 4 lignes, je pourrais la lire. Ça concerne tout type de données. Donc voilà, je dirais que maintenant, à partir de là, on est prévenu. On sait que ces choses-là existent. On sait qu'il y a un recours, non pas de la personne concernée, c'est-à-dire de l'entreprise concernée, de la personne physique concernée, mais du prestataire sous 14 jours auprès d'un juge américain. Mais il faut qu'il y ait une qualification du gouvernement, parce que, il faut le dire aussi, les entreprises américaines du cloud computing, en particulier dans le cloud public, reçoivent du gouvernement américain, mais aussi d'un certain nombre d'autorités dans le monde entier, un certain nombre de demandes pour accéder au contenu. Très régulièrement. Mais bien sûr, c'est normal, c'est le rançon du succès d'une certaine manière. Et donc, elles ont besoin aussi qu'on clarifie les choses. Voilà. Mais c'est le système qui est mis en place. Et il faut le dire, ce système-là est mis en place. À tout système, il y a des risques d'abus au système. Il faut le dire aussi, c'est l'avocat qui parle. Où est-ce que vont ces données? Combien de temps elles sont conservées? Par qui? Qui y a accès? On ne sait rien. Donc ce système-là est quand même problématique. Il faut que probablement ce qui a été fait par l'administration Trump, c'est de poser une règle de manière unilatérale. Et maintenant, on nous dit on va négocier ça en traité, selon les règles que moi j'ai posées. Donc je pense que malheureusement, l'Union européenne va accepter le schéma et le cadre qu'on lui donne, ce que je trouve quand même contestable. J'aurais préféré qu'on discute avant, oui, et qu'il y a des accords qui vont probablement être passés. Voilà. Alors, sans doute des accords bilatéraux. Des accords bilatéraux. Est-ce que c'est l'Union européenne qui a passé un accord? Est-ce que c'est chaque gouvernement? Manifestement, si on prend la lettre du texte, c'est chaque gouvernement. Et donc, il y a des accords qui vont peut-être être passés. En tout cas, à date d'aujourd'hui, à l'heure où on parle, ces accords n'existent pas. On nous dit que le gouvernement britannique étant déjà en discussion,
mais on nous dit que. Bon, c'est une question, je crois qu'il faut effectivement, pour le coup, clarifier. Voilà, c'est ça. Mais il faut savoir que ça existe et pas demain le découvrir. Vincent Strubel, je vous donne la parole juste après, mais Igor Babik, je voulais avoir votre réaction quand même, vous, chez AXA, sur le Cloud Act. Comment vous réagissez à cette loi ? En fait, on avait déjà réfléchi à ce type de sujet quand il y avait eu toute la polémique autour du Safe Harbor. Et du coup, on a pris une décision assez pragmatique qui était que on allait privilégier, par exemple, pour les données de l'Union européenne, un stockage en Union européenne quand on avait deux fournisseurs qui étaient, on va dire, de la même, en termes business, qui donnaient une même valeur business. Et effectivement, c'est uniquement pour des quand il y a une vraie valeur pour le client que nous allons envisager de stocker les données en dehors de l'Union européenne. Et je pense que là, c'est clairement une continuation dans cette façon donc de réduire les risques qu'il y a un accès aux données. Après, je ne rentrerai pas dans le débat. Est-ce que la NSA peut, si elle voulait venir dans chacune de vos entreprises chercher les données? Probablement. Mais effectivement, ce serait encore moins considéré légalement qu'à travers l'utilisation d'un Cloud Act. Vincent Strubel, qu'en est-il de la réaction de l'ANSSI au Cloud Act? Est-ce que ça va changer les choses notamment pour les fournisseurs américains qui ont engagé un processus de certification Secure Cloud? Comment ça va se passer? Alors, c'est la question qu'on peut se poser. Quelques remarques plus ou moins en vrac. Déjà, comme vous l'avez dit, ça ne change pas fondamentalement la donne, ça ne fait que clarifier des pratiques qui existaient déjà. Maintenant, au moins c'est explicite. Une remarque importante, vous avez parlé de localisation, ça ne fait que confirmer le fait que la localisation en soi ne suffit pas à se protéger en termes d'accès aux données, puisque le droit applicable peut être extraterritorial. C'est vrai pour le Cloud Act, c'est vrai aussi pour le RGPD. Foncièrement, c'est la tendance du moment. Donc nous, dans Secnum Cloud, on impose de fait une localisation en Europe, mais pas pour des questions de droit applicable. Ça reste pertinent cette notion de localisation pour l'intervention. C'est-à-dire que l'ANSSI peut intervenir en tant que cyberpompier quand il y a une défaillance d'un système d'information critique. Elle sait bien le faire en France. On l'a fait pour TV5 Monde, par exemple, c'était l'exemple fondateur. En Europe, ça s'envisage. Si c'est à 12 heures d'avion et qu'en plus il faut demander un visa, ça va devenir compliqué. Donc il y a des questions plutôt pragmatiques sur ces exigences de localisation. Sur le droit applicable, il y a une autre exigence de Secnum Cloud qui est seul le droit européen doit s'appliquer aux données stockées dans le cloud et aux données collectées sur le client par le biais de toutes les métadonnées que le prestataire de cloud recueille. Et là-dessus, c'est notre position. La charge de la preuve à cet égard pour les acteurs notamment américains qui seraient soumis au Cloud Act, elle leur incombe. C'est-à-dire que ce sera à eux de nous démontrer à quel point ils sont conformes ou pas à cette... démontrer leur bonne foi. Voilà. Et je me prononcerai pas à ce stade sur les réponses qu'on reçoit. Une autre réponse, c'est aussi, et ça transparaît dans ce qu'a annoncé Monsieur le Ministre sur la stratégie cloud de l'État, c'est que foncièrement, quand on veut être vraiment sûr de protéger ces données les plus critiques, on ne les met pas dans un cloud public, on les garde en interne. On accepte de perdre un peu les bénéfices du cloud, la scalabilité, la mutualisation, etc. Et ensuite, on a une échelle d'infrastructures, une infrastructure interne, une infrastructure dédiée, des infrastructures externes, et on y met ces données, ces applications aussi, en fonction de leur niveau de criticité. Alors, il nous reste deux minutes, ça va très très vite. Moi, je voulais quand même parler, pour terminer, des clouds étrangers, notamment des clouds américains. On peut évoquer notamment le cas de Microsoft, mais aussi plus récemment d'Amazon Web Services. Donc par exemple le cas de Microsoft qui crée des régions cloud en Europe qui sont isolées en fait juridiquement du Cloud Act. Donc notamment pour ça Microsoft a signé un accord avec T-Systems en Allemagne pour proposer en fait une région cloud en Allemagne sous juridiction, sous structure juridique T-Systems et donc juridiquement non exposée au Cloud Act américain. On peut aussi citer le cas d'Amazon Web Services qui commence aussi à le faire avec certains
certains clients, notamment avec la Société Générale, avec lequel ils ont signé une infrastructure juridique qui donne un certain nombre d'obligations à AWS en termes de sécurité, de réversibilité, des garanties en termes de localisation des données, y compris donner la capacité à la Société Générale, ce qui est impossible normalement, d'aller auditer leurs serveurs jusqu'au matériel. Donc les acteurs quand même, y compris américains, essayent d'aller aussi dans un sens structurant. Olivier Itéanu. Oui, c'est clair que on est, nous en Europe, très perméable à ces technologies-là. Il y a des solutions alternatives, mais elles sont quand même minoritaires. La bataille des usages, est aussi très largement représentée par les entreprises américaines. Et il nous reste 500 millions de consommateurs auxquels, au minimum, on a le droit de protéger les droits et de décider des règles d'accès. Et je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire pour que les règles soient les mêmes pour tous, et pour que aussi les pouvoirs de décision soient en Europe. Et donc je pense que tout ce que vous avez dit, ça va dans le bon sens.